Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 invités et 3 sujets. Invité Laurent Izard qui est professeur d'économie. Si je vous le présente, c'est que c'est la première fois qu'il vient. À ma droite, François Martin, qui est président du club HEC de géostratégie et qui est également conseiller municipal dans les Yvelines. À ma gauche, Olivier Milza, qui est historien et auteur d'un livre, alors qui va s'afficher sur l'image, qui s'appelle « Clés pour le temps présent ». Lui aussi, donc on a 3 nouveaux. Et Lou Vialet, qu'on voit pour la deuxième fois, c'est ça, et qui est écrivain. Alors, les 3 sujets, quels sont-ils ? Impact de la guerre dans les sondages. On a vu hausse de Macron et baisse d'un certain nombre d'autres. On va revenir là-dessus pour voir si c'est durable ou si c'est un moment, sachant que nous sommes, alors que nous enregistrons, à moins de 30 jours de l'élection présidentielle. Donc, ça commence à se préciser, tout ça. Deuxième sujet, Poutine peut-il perdre la guerre ? Elle a commencé il y a 3 semaines, cette guerre. Est-ce qu'elle est déjà perdue ou est-ce qu'il peut la gagner ? Et c'est ça qu'on va regarder. Troisième sujet, toujours concernant la guerre. On voit déjà l'impact économique de cette guerre. Quel prix sommes-nous prêts à payer ? On va interroger les 4 invités, hein. Je vous donnerai peut-être mon point de vue aussi. En France, est-ce qu'on est prêt à payer un prix ? Est-ce qu'en Europe, on est prêt à payer un prix ? Et est-ce qu'il va y avoir un impact pour le reste du monde ? Voilà. Les 3 sujets sont là. Et puis, comme vous le savez, maintenant depuis quelques fois, et j'espère pour très longtemps, nous avons Ignace qui est là, qui est en train de caricaturer les 4 invités. Et ça va être salé pour eux. Et puis, il y a toujours quelques belles images pertinentes de la situation. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour le début de cette émission. À tout de suite. Alors, le premier sujet. En fait, qu'est-ce qu'on voit ? Depuis le début de la guerre en Ukraine, un impact assez fort dans les sondages pour Emmanuel Macron qui a gagné 3 points. 3 à 5 points. Donc on voit qu'il flirterait avec les 30% dès le premier tour, ce qui est très, très, très élevé comme score de départ. 2 perdants, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, et 2 qui stagnent, qui sont Marine Le Pen et Mélenchon. Voilà. Donc, ça, c'est la photo à aujourd'hui, à 30 jours de l'élection. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que certains peuvent dire, d'ores et déjà, Poutine m'a tué ? Vous voyez de quoi je parle. Et je me tourne vers Lou Vialet pour nous donner son point de vue. Alors, est-ce que certains peuvent dire « Poutine m'a tué » ? C'est ça la question. Moi, j'ai l'impression que tous les candidats, hormis Macron, peuvent dire « Poutine m'a tué ». Alors, bien sûr, certains candidats plus que d'autres. Moi, je pense à certains qui, comme M. Zemmour, comme Mme Marine Le Pen, qui étaient un peu poutinolâtres il y a quelques années encore, il y a quelques mois encore. Pour Marine Le Pen, parce qu'elle avait rencontré M. Poutine en 2017. Elle était très fière d'avoir sa photographie. Elle avait invité le vice-président de la Douma à Lyon il y a encore quelques années, lors d'un meeting, etc. Et donc, il y avait aussi, même de la part d'Éric Zemmour, la reprise d'un certain nombre d'argumentaires qui, aujourd'hui, sont dans la bouche de M. Poutine. C'est Zemmour qui, manifestement, apparaît le plus comme étant... Apparemment, mais il est vrai que Marine Le Pen, j'en parlais d'ailleurs avec un militant qui est dans l'appareil du Rassemblement National, il disait mais c'est curieux, c'est Zemmour qui prend, alors que Marine a fait énormément pour parler de Vladimir Poutine et pour admirer l'autocrate. Donc la première chose, c'est une forme de décrédibilisation, puisque finalement Éric Zemmour avait même écrit « L'Ukraine n'existe pas », ce genre de choses-là, et ça revient finalement comme un boomerang. Et la deuxième chose, c'est que on est dans une crise, dans une forme de conflit. Nous ne sommes pas en guerre, mais il y a une forme de conflit auquel la France participe, puisque nous aidons l'Ukraine et puisque la Russie est contre
dans cette histoire le reste du monde, d'une certaine manière, ou en tout cas l'Occident. Et de ce point de vue, eh bien, il y a une sorte de prime pour le gouvernant en place, pour l'homme qui dirige les choses. Drapeau. Bien sûr. Hein, et de fait, eh bien, il est aux affaires, il téléphone à Poutine tous les jours, il essaye de régler les affaires du monde, et a priori, ça lui donne eh bien, une prime énorme, exceptionnelle dans ce temps de crise, où finalement il se présidentialise, et les autres, on les voit comme des candidats. Et vous pensez que c'est durable, ça? Vous pensez qu'à la fois l'effet sur le président Macron pour un éventuel deuxième mandat et le fait que Éric Zemmour et Valérie Pécresse soient en baisse, vous pensez que ça, c'est quelque chose qui dessine le deuxième tour? Alors, moi, ce que je pense, c'est que ce conflit, a priori, il va pas se terminer le week-end prochain. Il va durer. Alors, va-t-il durer plusieurs années? On n'en sait rien, mais en tout cas, il durera beaucoup plus que plusieurs mois. Et a priori, cette glaciation, le fait que cette cristallisation, disons, autour du président de la République qui se représidentialise, a priori, ça va durer au moins le temps du conflit. Et notre premier tour est dans même pas un mois. Donc, moi, je pense que d'une certaine manière, de ce point de vue, les jeux sont déjà faits. Alors, j'ai à ma gauche un Bouddha placide qui pourtant frémit, je peux vous le dire. Mais il a levé le doigt plusieurs fois et en gros, il a envie d'intervenir. Alors, Olivier Milza, très bien. Vous aussi, Olivier Milza, alors, vous avez vu réagir. Je ne sais pas si je suis un Bouddha placide. Je ne suis pas complètement d'accord avec mon voisin. D'abord, il faudrait dissocier Marine Le Pen et Éric Zemmour. Alors, Zemmour a un problème, c'est avoir déclaré qu'il nous fallait un Poutine français. Il l'avait déclaré il y a quelque temps, il s'en est expliqué dans l'émission de TF1. Est-ce que ça aura passé son explication en disant « je voulais parler d'un Poutine qui serait, il nous faudrait un candidat en France identitaire qui retrouve à la fois son identité, etc. » Bon, est-ce que ça passera? Je ne sais pas. Mais c'est pas du tout du même ordre que Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas forcément poutilonâtre, mais elle avait poutilonâtre, mais elle avait évidemment, comme Zemmour d'ailleurs, comme une partie de cette droite un peu nationale et identitaire, essayait de trouver chez Poutine et dans la Russie, pas seulement dans Poutine, dans la Russie, un exemple de réactivation. Il y avait des histoires de financement, mais il n'y avait pas seulement ça, il y avait une sorte d'exemple. Oui, il n'y avait pas seulement le financement. J'étais cadre, monsieur, excusez-moi, j'étais cadre du Front National pendant pas mal de temps, et je n'aimais pas d'ailleurs ce tropisme poutinolatrien, disons. Moi-même, j'ai des origines... Mais si, monsieur, parce que moi-même, j'ai des origines russes, je connais un peu la Russie, et je n'aime pas ce tropisme de certains hommes de droite à adorer le tyran ou l'homme fort alors qu'ils le refuseraient chez eux d'une certaine manière. On a l'impression d'entendre un homme de gauche qui vous fait actuellement le numéro bien classique « on est pour Poutine, on n'est pas pour Poutine ». Alors moi j'essaye d'être un homme de droite qui réfléchit en géopoliticien. Je ne suis ni pour Poutine ni contre Poutine. J'essaie de comprendre la logique poutinienne, c'est-à-dire la logique russe dans l'affaire ukrainienne, dans l'affaire de Crimée et dans l'affaire, je dirais, de la profondeur stratégique que recherche la Russie sur la mer Noire. Sans l'approuver. Il ne s'agit pas d'approuver. J'ai l'impression... Je prends en charge. À quel moment avons-nous parlé du conflit? On a parlé de l'adhésion de certains candidats à la personnage de Poutine. On ne fait pas de la géopolitique ici. Là. En tout cas, chez Zemmour, il n'y a pas d'adhésion à la personnalité de Poutine. Il y a dans le programme zemmourien, alors peut-être le pénien c'est autre chose, je le connais moins, il y a chez Zemmour, chez Éric Zemmour, l'envie pour la France, c'est ce qu'il avait dit à l'époque, qu'il y ait un candidat, il essaye de l'incarner, qui soit le candidat de la réactivation identitaire, de la réactivation nationale. Et il trouvait chez Poutine cette posture. Ça ne veut pas dire qu'on approuve cette posture, mais qu'on essaie de la comprendre. Une sorte d'effet du sparadrap. Vous vous souvenez de Tintin? Je crois que c'est dans Vol 747 pour Sydney, où il y a 717, 714. Bon, on n'est pas d'accord sur le 714 pour Sydney. En tous les cas, je me souviens, ce fameux sparadrap qui collait au doigt du capitaine et qui était passé à tout le monde. Mais globalement, il lui revient en dernier. Est-ce que c'est ça le risque pour Zemmour? Que ça revienne en boomerang sur Zemmour et sur Marine Le Pen, c'est possible. Mais de toute façon, le mal était fait, si j'ose dire, entre guillemets, à partir du moment où Marine Le Pen, de son point de vue, Éric Zemmour, de son point de vue, avait une tendance, alors vous dites poutilonâtrie, peut-être. Non, moi je ne vois pas du tout ça pour ça. Je vois ça comme une espèce d'empathie vers la compréhension de la logique géopolitique russe. C'est très différent. Quoi. Non, la poutinolâtrie, c'est d'avoir une espèce de respect quasi religieux et iconique pour Poutine. Non. Personne n'est là-dedans. Alors, François Martin. Plutôt les choses comme M. Milza. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'on confond d'une part
l'impact des images qui vous disent le pauvre peuple, Poutine l'agresseur, etc. Alors qu'en fait, on oublie de regarder le côté géopolitique des choses. En fait, c'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Non, demandez ça aux Ukrainiens. Excusez-moi, laissez-moi finir mon propos. C'est pas les Sudètes. D'accord. C'est pas Hitler qui essaye de reconstruire son empire. C'est Cuba. D'accord. C'est Cuba. Okay. C'est-à-dire c'est une contre-attaque par rapport à une attaque permanente qui dure depuis 91 et qui dure contre les intérêts et l'arrière-cour proche de la Russie. C'est ça le conflit. Ouais. Le conflit est géopolitique. Tous les experts l'ont dit. Brzezinski l'a dit. Védrine l'a dit. Tout le monde l'a dit. C'est ça le conflit. Alors vous découvrez aujourd'hui qu'il y a 23 laboratoires bactériologiques. Sur les 250 que compte l'Amérique, il y en a 23 en Ukraine. Pourquoi ? Vous vous apercevez qu'ils ont... C'est contesté, hein, mais... Okay. Bon. Ils ne sont pas contestés puisque les Américains accusent justement les Russes d'utiliser ces laboratoires contre la population. Donc ils ne sont pas contestés. Excusez-moi, monsieur, je voudrais terminer mon argumentation. On découvre qu'il y a des bases de l'OTAN en Ukraine, puisque les Russes ont tapé dimanche dernier la principale base à 20 km de la frontière polonaise, où il y a des manœuvres avec 6000 personnes, c'est celles qui entraînent les brigades internationales. Pourquoi est-ce que les Baltes, les Italiens, les Anglais, les Allemands vont s'entraîner sur le sol ukrainien ? Pourquoi ? On découvre que l'armée ukrainienne aujourd'hui est prise derrière la ligne de contact avec 200 000 personnes. On est dans l'impact sur les Français qui sont sondés et le fait que le président de la République actuelle en bénéficie. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il en bénéficie parce qu'on ne l'attaque pas. Oui, bien sûr. Je pense qu'il est extrêmement attaquable sur ce plan. Je vous donnerai 2 exemples. Le premier exemple, c'est qu'il se présente comme l'homme de paix qui fait l'intermédiaire, le broker, alors que par ailleurs, le député de la France Insoumise vient d'avouer que la France, non seulement en tant que président de l'Europe, mais en tant que nation, livre des armes à l'Ukraine. Alors vous ne pouvez pas être un honnête broker en disant je viens faire la paix et en plus je livre les armes par derrière. Bon. En même temps, Erdogan, qui pourrait être une autre base de négociation, est celui qui livre des drones à l'Ukraine. Vrai, mais pas maintenant, plus maintenant. Si vous choisissez chercher la paix, vous ne livrez pas des armes en même temps. Mais surtout, excusez-moi, surtout, il y a une énorme bourde qui a été faite par Macron. C'est la phrase qu'il a prononcée lors de sa conférence à Kiev, en présence de Zelensky, où il dit « Je veux rendre hommage aux milliers de soldats qui sont morts depuis 2014 pour la défense de leur pays. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je rends hommage aux ukro-nazis qui font partie des groupes intégrés à l'armée ukrainienne, qui sont en train de frapper le Donbass. Alors, vous venez de chez Poutine la veille, où il vous a dit, ben voilà mes demandes. Et d'abord, Macron commence à dire, je suis pas prêt à renoncer à la politique de la porte ouverte, alors que c'est la principale demande de Poutine. Mais il se dit, au moins, il va dire ce que je veux dire. Macron arrive, il commence à dire merci pour l'achat des locomotives et pour l'achat des locomotives et merci pour les systèmes d'adduction d'eau. Alors, quand vous venez sauver la paix, vous commencez pas par dire merci pour les locomotives. Bon. Et surtout, cette phrase, elle met le feu aux poudres, absolument. Il n'empêche que François Martin, si vous avez ce point de vue-là, il semblerait que dans les sondages, ce soit différent. Il y en a un qui n'a pas parlé. Je pense que ça ne se traduit pas par les sondages parce que, et c'est le point principal auquel je veux venir, les candidats Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas assez agressifs contre le président de la République. Ils ne l'attaquent pas. Et ils ont validé le verbatim américain consistant à dire Poutine est méchant, il attaque les gentils ukrainiens. C'est pas ça. C'est une guerre entre les États-Unis et la Russie sur le sol ukrainien. D'accord. C'est très différent. Avant de vous céder la parole, Laurent Izard, je vais vous faire la suite de l'événement Sparadrap. Toujours dans mon oreillette, je la vois qui vient directement du haut, qui me dit que c'est l'affaire Tournesol.
Donc on va avoir tous les albums de Tintin avant de trouver le bon. Croyez-moi, vous en entendrez parler parce qu'à la maison ce soir, je vais aller regarder ça. Allez, Laurent Izard, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Poutine m'a tué pour un certain nombre de candidats? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Vous voyez, oui. il y a un phénomène qui est très connu en sciences politiques. Hein. Lorsqu'un pays fait face à un péril imminent et une menace d'extension du conflit actuel, c'est un péril imminent, il y a finalement un bloc qui se fait autour du président de la République, enfin en tout cas autour du gouvernement en place. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si on constate une certaine stagnation aujourd'hui d'un certain nombre de candidats, c'est tout simplement parce que Emmanuel Macron est très très haut dans les sondages. Est-ce que ça va durer? J'en sais absolument rien. Mais ce qu'on peut dire en tout cas de façon quasi certaine, c'est que le phénomène Poutine et puis le conflit aujourd'hui a entraîné, enfin a exacerbé les fractures au sein du camp de la droite nationale. Et c'est ça qui peut-être peut avoir un effet peut-être plus durable. Maintenant, je suis assez d'accord sur le fait... De quelles fractures vous parlez? Juste pour les définir en 2-3 mots? Tout simplement parce que il y a eu de la part des différents candidats des approches en fait très différentes, et vous l'avez très bien dit, entre les différents candidats sur la façon de percevoir Poutine, sur ce qu'il représente. Pour certains, c'est vrai qu'il y avait une certaine poutinolâtrie, et pour d'autres, au contraire, c'est juste l'idée d'un patriote qui, après tout, défend son pays et le défend plutôt bien, d'une certaine façon. Voilà. Alors, j'ai peur, moi, que ces fractures soient en réalité durables, et je rejoins assez l'idée que, finalement, Emmanuel Macron n'est pas suffisamment attaqué sur cette question. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a montré des photos, par exemple, de différents candidats avec Poutine, parfois bras dessus, bras dessous, mais en réalité, de nombreux personnages politiques français ont aussi fait le déplacement à Moscou, et pas forcément des personnages qui avaient des responsabilités diplomatiques. Et là, on en parle beaucoup moins, on les montre beaucoup moins du doigt. Donc là, je dirais qu'il y a peut-être une certaine vision des médias mainstream en France qui va aller chercher la petite bête chez certains candidats et qui ne va pas critiquer les autres. D'accord. Ok. Allez-y, François Martin. Une dernière phrase pour exprimer ce que je voulais dire. Moi, il y a une chose qui me sidère dans toutes ces discussions, qui me sidère absolument, c'est l'impensée politique de l'atlantisme, des stratégies atlantistes américaines. Ça me sidère. Enfin, voilà un pays sur la base de l'agitation d'une petite fiole de talc. On va tuer 200 000 personnes et personne ne se pose aucune question. On ferme le truc et c'est fini. Même chose en Libye, même chose. On se pose aucune question sur les stratégies américaines dans cette affaire. À partir du moment où vous ne considérez pas que c'est un conflit géopolitique, mais que c'est un conflit local, vous êtes de fait dans la stratégie américaine. On considère que c'est qu'un conflit local et deuxièmement, c'est un conflit entre le bien et le mal. Donc à partir du moment, c'est la première, parmi les principes de la propagande de guerre, il y a effectivement toujours caché vos véritables buts de guerre, ce que font les Américains quotidiennement, et deuxièmement, le contraire de ce qu'a fait Poutine. Inventer une narration. Mis sur la table. Ah, mais il était cash. Bon, de toute façon, et c'est pas Poutine qui est cash, c'est la Russie qui est cash. Bon, d'autre part, il est bien évident que à mon avis, il y a un double conflit. Il y a un conflit déclenché par la Russie pour assurer sa profondeur de champ stratégique et éviter l'avancée, parlons clair, des Américains en mer Noire, d'où la reprise de la Crimée il y a quelque temps, pour éviter effectivement que l'Ouest, Mariupol, donc le but pour Poutine, c'est effectivement la jonction Odessa-Donbass. Il va donc négocier dans une conférence internationale, c'est évident. Revenons à la géopolitique et aux relations internationales. Il va négocier, ce sera très âpre. Je vous échange, je prends des risques en disant ça. Je vous échange, je vous laisse l'Ukraine de l'Ouest, à condition bien entendu qu'elle signe un papier, qu'on ne viole pas, qu'elle n'adhère pas à l'OTAN. Oui, en échange, je vous la laisse. On verra ce qu'on fait pour Zelensky, c'est autre chose. Et vous reconnaissez l'autorité et la souveraineté de la Russie entre deux. Pas, mais c'est même ce qui a été écrit. Alors attendez une seconde, parce que c'est une possibilité. D'une certaine manière, on a commencé sur sujet numéro 2. C'est vrai. Et je suis allé vous chercher, et je pense que votre non-réponse est une réponse. Je suis allé vous chercher sur l'impact de cette guerre dans les sondages et sur la présidentielle. Mais est-ce que je me trompe en disant que vous avez déjà fait le deuil de cette élection et qu'en fait que les jeux sont faits et que vous êtes déjà dans l'après, c'est-à-dire dans les législatives, voire même ailleurs, parce que c'est la géostratégie qui compte? Pas du tout. Je pense que les candidats n'assument pas leur position, d'une part.
C'est-à-dire, ils ne mettent pas en scène le conflit géopolitique. Donc, de fait, ils adoptent le verbatim américain. C'est une guerre locale et Poutine est l'agresseur, alors que c'est pas ça. C'est une agression, américaine. Excusez-moi, je voudrais terminer ma phrase. Vous avez beaucoup parlé. Non, mais excusez-moi. C'est aussi un dialogue. Non, mais que chacun prenne la parole et que chacun termine. Allez-y. Bon, voilà. Je pense que c'est ça le problème principal, que les candidats ne l'assument pas et que par rapport à ça, comme ils ne l'assument pas et qu'ils se mettent pas dans le conditions d'un conflit international, ils ne pourront pas à reprocher au président de la République son atlantisme exacerbé et ils lui ouvrent la porte de l'élection présidentielle. Je pense qu'ils ne sont pas assez combatifs. Je comprends. Lou Vialet. Oui, moi je trouve que... Ouais, quelques secondes. On va finir. Hein, moi je trouve que c'est un peu délirant ce que vous dites, c'est-à-dire que... Excusez-moi, mais... Oui, ben, je vous en prie. Vous pensez que c'est délirant. Et du coup, je vais terminer ma phrase. Voilà. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas d'accuser l'OTAN, d'accuser les États-Unis, de parler d'un conflit qui est localisé. Monsieur, est-ce que vous étiez pour la guerre en Irak ? Non, j'étais pas. Vous n'étiez pas pour la guerre en Irak. Non. Donc vous n'étiez pas pour une guerre préventive, puisque c'était ça, la guerre en Irak. C'était, on suppose qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, et en prévention, on attaque. Eh bien, c'est ce que vient de faire Poutine à l'est de notre continent. C'est une guerre préventive. Donc, si vous étiez contre la guerre en Irak, vous devriez être contre cette guerre en Ukraine. Deuxième chose, monsieur. Eh bien, le président Poutine... Deuxième chose, laissez-moi terminer, je vous en prie. Deuxième chose, est-ce que vous aimez vous faire menacer du feu nucléaire, monsieur ? Est-ce que vous aimez que la France, que l'Europe de l'Ouest soit menacée du feu nucléaire ? Monsieur, je trouve que c'est intolérable. C'est ce qu'a fait le président Poutine. Il a menacé notre continent du feu nucléaire et de conséquences historiques telles qu'on ne pourrait jamais imaginer. Nous ne sommes pas ici en train de parler des avantages de la mer Noire seulement pour Poutine. Le geste... Beaucoup de géopolitologues ont du mal à comprendre. Alors certains Russes parlent du testament politique de Poutine qu'il est en train de faire, etc. C'est complexe. Il n'y a pas que des raisons simplement stratégiques ou d'approvisionnement qui motivent l'invasion de l'Ukraine. Il n'y a pas non plus... Et vous êtes un petit peu sur ce discours d'OTAN bashing qui n'est pas très compréhensible en l'espèce, puisqu'il faut se souvenir, et j'en termine là, il faut se souvenir une chose, c'est que les pays de l'Est de l'Europe, eh bien, ils ont le souvenir du communisme. Et à la fin des années 90, lorsqu'ils ont eu le choix d'être soit dans l'orbite russe, soit dans l'orbite européenne, atlantique, eh bien, évidemment qu'ils ont choisi d'être dans le camp de la liberté, d'une certaine manière. Lou, je vous arrête tous, parce que j'ai vu que vous êtes le Bouddha Placide, bien sûr, mais on va faire un break. On va faire un break une minute. On va faire un break une minute, et on va enchaîner sur le deuxième sujet, parce qu'en réalité, on y est déjà. Et donc, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet de cette émission sportive. Et c'est très bien comme ça. À tout de suite. Rebonjour, suite de cette émission. Vous avez vu, la coupure était très brève parce qu'on est sur le sujet de la guerre. Le deuxième sujet, c'était Poutine. Peut-il gagner cette guerre ? D'autres pourraient le formuler, a-t-il déjà perdu la guerre ? Je vous cède la parole. Alors, dans l'ordre de ceux qui ont demandé... Ok, Milza, allez-y. Alors, mon sentiment est très différent de celui de mon voisin. Ouais. La technique de la peur du nucléaire a déjà été utilisée. Il y a une comparaison qui a été faite que je trouve très bonne, qui est la crise de 62. Que fait Khrouchtchev en 62 ? Il amène 62, c'est le canal de Suez. La crise des fusées à Cuba. La crise des fusées à Cuba. C'est la baie du cochon. Qu'est-ce que fait Khrouchtchev ? Il amène des missiles en sachant très bien que les Américains savent qu'il amène des missiles. Bon. Son but, ce sont des joueurs d'échecs. Hein. Les Américains sont des joueurs de baseball, mais eux sont des joueurs d'échecs. Ils sont prêts à perdre des pièces petites pour en garder une plus grande. Okay. Kennedy, très normalement, voit ça, il met l'armée américaine en DEFCON 4, c'est-à-dire qu'il fait aussi un bluff nucléaire en disant « je vous envoie la sauce ». Les deux savent très bien qu'ils ne s'enverront pas la sauce. Le but de Khrouchtchev était en fait une négociation qui aura lieu 6 mois plus tard. Je retire mes missiles de Cuba et vous, chers Américains, vous retirez les vôtres de Turquie. Bon, c'est un peu la stratégie poutinienne, c'est-à-dire qu'il va aller très loin pour avancer ses pions en Ukraine, puis il va négocier point par point. Ça, c'est le premier point. Donc, le chantage nucléaire, il est bien connu. Chacun des deux partenaires sait très bien que s'il appuie sur le bouton, personne n'aura gagné. Oui.
Une petite remarque que je voulais me permettre de vous faire sur la question des pays de l'Est qui sont... Les pays de l'Est, quand ils sont rentrés dans l'orbite occidentale, on leur a vendu un produit qui n'est plus le même. C'est-à-dire que quand les Lettons, les Tchèques, les Slovaques rentrent, c'est dans l'idée, oui, de sortir du communisme, effectivement, et d'être amarrés à une Europe qui puisse les aider à aller vers la démocratie. Sauf qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, on leur vend des dispositifs, des dispositions, un aspect culturel et civilisationnel dont ils ne veulent pas. Donc ils sont pris entre la Russie, qui effectivement a été un pays assez agressif à leur égard, ils sont solzhenitsyens, c'est le discours de Harvard, et ils veulent pas non plus rentrer dans un monde occidental qui va leur vendre, excusez-moi, je vais être un peu brutal, qui va leur vendre des choses que eux n'aiment pas, c'est-à-dire la mythologie LGBT, le transhumanisme, je n'ai rien contre. C'est un peu caricatural. C'est caricatural, mais c'est ce que vend, c'est ce que vend l'Occident. La liberté. Je vais faire une petite incise personnelle. Je connais bien la Pologne pour y être allé plusieurs fois, j'y ai des amis très chers, et je parlais la semaine dernière avec un copain polonais qui me disait, la prochaine fois que tu viendras à Varsovie, tu verras à quel point on a changé, à quel point on est devenu comme vous, à quel point notre mode de vie, notre niveau de vie, nos pratiques sont devenus les mêmes que vous. Et lui, il parlait pas des Russes, il disait les Soviets, c'était tout à fait frappant. Et dans son imaginaire et dans tous ceux auxquels j'ai parlé, c'est les Soviets qui reviennent. Et donc, pour eux, leur ancrage à l'Occident ne fait aucun doute. Pardonnez-moi, mais sur l'Ukraine, qui avait organisé la famine dans les années 40? Non, mais l'Holodomor, bien sûr. Le Holodomor, ce sont les Soviétiques. C'est pas les Russes. C'est Staline. Ah non, c'était Staline. Non, bon, Staline, alors vous me direz, il était géorgien au départ, mais oui, ça reste tout à fait. Et le patron, bien celui sûr, qui a organisé Russes, l'Holodomor, était un Polonais, un général polonais. Je me suis permis je pense de faire qu'ils en veulent plus aux Polonais qu'aux Russes. Oui, mais je pense qu'ils en veulent, si vous évidemment, permettez, pour votre incident oui. polonaise, pays que oui. je connais pour l'avoir parcouru beaucoup, comme beaucoup de pays d'Europe orientale. Ces mêmes Polonais qui, effectivement, sont plutôt ancrés vers l'Occident, sauf qu'à un moment donné, souvenez-vous, quand il y a eu le projet de constitution européenne, oui. Un jeune Français n'était pas choqué, et c'est normal parce qu'on est dans un pays laïque, qu'on n'inscrive pas l'héritage chrétien dans la Constitution européenne. Mais moi, à l'époque, j'enseignais à des jeunes Polonais, jeunes, qui habitaient en blue jean, etc., qui me disaient, mais monsieur, nous, on comprend pas, parce que pour nous, l'Église de Pologne, elle a résisté à tout. Elle a résisté aux Français, elle a résisté aux Russes, elle a résisté aux nazis, et elle a réussi à avoir la peau du communisme. Donc c'est plus compliqué. Je me permets de dire que même pour les jeunes Polonais, c'est plus compliqué. Bien sûr. L'Europe, de toute manière, c'est une mosaïque de peuples qui ont peut-être un fond commun, mais qui ont aussi beaucoup de différences. Ça, c'est une certitude. Allez, François Martin. Deuxième question, c'est ça? Oui, deuxième question. Est-ce qu'en fait... Est-ce que Poutine peut perdre la guerre, c'est ça? Est-ce qu'il peut la gagner ou est-ce qu'il l'a déjà perdue? Non, je ne pense pas qu'il l'a perdue, mais je pense qu'il peut la perdre, oui. On voit très clairement la stratégie américaine dans cette affaire. Encore une fois, si on regarde ce que j'appelle l'impensé de la stratégie américaine, elle est très claire. Ça consiste à vietnamiser le conflit pour deux raisons. La première, c'est pour emmerder Poutine le plus longtemps possible. Et la deuxième, c'est pour terroriser les Occidentaux avec un conflit ouvert à leur porte. On va pouvoir les bourrer d'armes. Vous avez vu que les Allemands ont acheté des F-35. Donc, ils vous disent, on va passer nos budgets à 100 milliards, etc. Ouais. Mais c'est 100 milliards de quoi? C'est 100 milliards d'armes américaines. Pas forcément. Enfin, cher ami, c'est clair. Non, bien sûr. Parce qu'on en produit très peu en Europe. Et je pense que l'autre, donc le but, c'est de vietnamiser le conflit, alors qu'on voit bien que Poutine, depuis le premier jour, essaye de négocier, parce que lui, ce qu'il veut, c'est obtenir sa finlandisation et retourner dans ses bases. Grosso modo, c'est ça. Et le deuxième, moi, si j'étais un stratège américain, je me disais, qu'est-ce qui m'embête là-dedans pour avoir mon petit marché à ma disposition? C'est le seul, je veux dire, petit boutiquier qui est en face de mon gros hypermarché, c'est l'industrie militaire française. Donc c'est ça qu'il faut que je casse si je veux avoir le contrôle total du système européen. 45% de nos ventes d'armes se font en Europe, 45%. Les Américains ne prennent pas tout. Il ne faut pas caricaturer les choses. La question, c'est est-ce que Poutine peut gagner ou peut perdre la guerre? Bon, moi, je crois qu'il faut vraiment distinguer l'aspect purement militaire. Mais une guerre, c'est pas seulement un aspect militaire. Il y a aussi ce qui se passe sur le tapis vert après. Et
alors d'un point de vue militaire, il faut voir que l'armée russe a quand même subi un certain nombre de revers, bon, notamment sur la tentative de prise de l'aéroport à côté de Kiev, où les troupes d'élite russes, le VDV, ont essuyé quand même un échec assez remarquable et inattendu. Bon, il y a une résistance qui était inattendue de l'armée et des milices ukrainiennes, c'est évident. Ceci dit, oui, mais ceci dit, je pense que le rouleau compresseur russe, si le conflit dure, arrivera quand même à gagner militairement. Ça, c'est une certitude. Voilà. À moins qu'il y ait une intervention plus importante des Occidentaux qui n'est pas à l'ordre du jour. Alors maintenant, moi, je crois que le plus intéressant, c'est ce qui va se passer après. Et après, Poutine risque... Quel délai vous voyez la chose C'est difficile à dire, mais il faut voir que déjà aujourd'hui, l'armée russe a conquis en une dizaine de jours l'équivalent de la superficie de la Grande-Bretagne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide, plus rapide que les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et alors, ça peut durer encore des semaines, ça peut durer des mois, ça peut s'arrêter demain. Ça, c'est le tapis vert après. Et les négociations, elles sont enclenchées déjà, elles existent. Alors, là-dessus, je pense que Poutine sera dans un premier temps en position de force. C'est-à-dire que, ayant l'avantage du terrain, il pourra finalement peut-être imposer les objectifs qui étaient les siens au départ. C'est-à-dire pas une conquête de l'Ukraine, pas une domination de l'Ukraine, mais l'autonomie des zones russophones, et puis ce qu'il a déjà cédé, finalement, ce que le président ukrainien a déjà cédé, c'est-à-dire la non-entrée dans l'OTAN de l'Ukraine, ainsi que la non-adhésion à l'Union européenne. Voilà. Alors, moi, je voudrais rajouter encore un autre élément. C'est que si, de façon géopolitique, pour moi, Poutine a de fortes chances de gagner, il risque de perdre énormément sur le plan économique. Alors, ce n'est pas sa première préoccupation, c'est clair, mais cette guerre, ce conflit va entraîner, à mon sens, une dépendance de plus en plus forte de la Russie, d'autres puissances, et en particulier peut-être de la Chine. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en Chine, il y a un regard qui est porté sur des entreprises russes, et je pense que ce qui risque de se passer, c'est que des entreprises russes en faillite vont être achetées par des Chinois. Vous voyez. Oui, mais voilà. Juste un petit point économique. Hein. L'échange économique entre la Chine et la Russie, c'est 9% des échanges entre les États-Unis ou avec l'Europe. Et donc, en gros, ça pèse rien. Est-ce que la Chine va prendre le risque de se fâcher avec son très gros client par rapport à, finalement, là si on compare le petit boutiquier, là c'est même pas le petit boutiquier, c'est rien. Vous avez raison, mais la Chine est dans une situation très difficile quand même, parce que son premier intérêt, c'est de ne pas bousculer les équilibres mondiaux qui lui sont plutôt favorables aujourd'hui. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la Chine a déjà commencer à soutenir économiquement la Russie, et notamment pour les exportations de pétrole et de gaz russe en Inde, eh bien déjà la Chine s'est proposé qu'il y ait un financement en yuan. Ouais. Donc on arrive à sortir de la dépendance du dollar peu à peu pour les échanges internationaux, et ça peut avoir un impact important sur le long terme. Excusez-moi, juste sur le dollar, un chouïa, qui est très voilà, voilà, on va revenir à la guerre elle-même, parce que là on est déjà presque dans le temps. Donc on est déjà un peu dans le thème 3. Entre la guerre telle qu'elle se déroule actuellement, selon une stratégie qui est d'ailleurs une stratégie où il y a des faiblesses russes sur la logistique, sur le recrutement des soldats, il y a quelques faiblesses, mais la logique, on la voit bien, hein, c'est l'encerclement pour arriver à une neutralisation de l'Ouest et ensuite sanctuariser l'Est. Là où il y a un inconnu, j'ajouterais à votre propos, c'est savoir si les Russes ou les Ukrainiens vont gagner la guerre des images, qui est un peu mon dada. Alors là, ça va être déterminant. Actuellement, Zelensky, je m'excuse, organise ce que j'appellerais la jurisprudence palestinienne à Gaza, c'est-à-dire nazifier l'adversaire en faisant des montages, accréditant. C'était les nazis qui étaient oui, non, mais nazifier Israël par les Palestiniens, c'est leur sport national. Ouais. Bon. Donc vous tirez des roquettes depuis une maternité, les Israéliens, vous faites venir Al Jazeera et vous montrez qu'il y a un génocide et que donc les Juifs sont maintenant les nazis. Bon, c'est le système qu'utilise Zelensky, essayer de faire des bavures dans des maternités, dans des hôpitaux, parce que c'est la seule arme qui lui reste. Politiquement, il sera obligé de négocier. Donc il lui reste, pour arriver à la négociation en position de force, les Russes doivent être présents et avoir des arguments. Mais lui, Zelensky, il n'a plus d'arguments politiques. Il a déjà renoncé à l'OTAN. Donc ce qu'il peut, c'est montrer que véritablement les Russes sont abominables. Il a perdu cette guerre de l'image, Poutine ? Oui.
Non, pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs... Partout dans le monde, tout le monde voit la guerre telle qu'elle est présentée. Quel en est l'impact effectif? dit en même temps. En termes d'image, c'est désastreux pour la Russie, non? Non. C'est désastreux en Occident. C'est désastreux dans notre culture à nous. Dans la culture victimaire occidentale, c'est désastreux. Qu'est-ce que les Africains, les Moyen-Orientaux sont poutinophiles, le Brésil est poutinophile. Nous sommes une petite bulle occidentale avec les images qui nous sont envoyées. Néanmoins, mais on ne représente pas l'ensemble. Même sur les conséquences en Afrique, pardonnez-moi, mais la Russie poutinienne, pendant une décennie, a cramé notre influence française en Afrique, en ne cessant de dire que nous étions des néocolons, que nous étions les pires colonialistes de la planète, en caricaturant, en mentant éhontément sur notre influence en Afrique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, alors certes, il y a quelques Centrafricains qui ont été dépêchés, ou quelques Maliens qui ont été dépêchés à Moscou en ce moment pour resserrer les liens, mais tout le monde est extrêmement gêné, parce que ce qu'on voit, c'est que en réalité, les néocolons, les impérialistes, c'est les Russes, ils le montrent par l'exemple, et toute leur propagande en Afrique est en train de s'effondrer. Je pense exactement le contraire. Oui, mais vous ne connaissez pas le sujet. Laurent Isard. Je pense que je le connais aussi bien. On va voir ça. Lou, s'il vous plaît, mettez pas la bombe dans le truc de Martin, parce que ça finit au fleuret. Au fleuret, pas forcément moucheté. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu, d'ailleurs, c'est une de mes marottes, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de duel en France. Et peut-être qu'on va se retrouver à TV Liberté à organiser le prochain. Pour que notre ami... parle, je n'ai pas fini mon propos. Oui. Je n'ai pas dit que Poutine avait gagné la guerre des images. Les images que nous voyons sont effectivement très nocives pour Poutine. Mais ne pas la perdre complètement. Et pour ne pas la perdre complètement, il faut d'abord qu'on révèle qu'un certain nombre de montages sont faits par Azov, bien sûr, le groupe Azov, bien entendu, par le parti Svoboda, par Secteur Droit, qui montent des opérations dans la région de Mariupol. Il ne gagnera pas la guerre des images, c'est évident, car vous avez totalement raison, les images que nous voyons. Et d'ailleurs, ça me ramène un peu au président Macron. 3 millions de gens qui ont quitté le pays. Ah non, mais ça, c'est... qui déferlent en Russie, en Pologne, en Roumanie, qui vont se déverser en Allemagne nécessairement. Eh bien, ça, c'est les gens, ils vont parler. D'où on revient à notre thème numéro 1, ce qu'auraient dû faire certains candidats que je ne nommerai pas pour aller jusqu'au fond de leurs idées. C'est-à-dire dire, c'est pas parce qu'il y a 1 200 000 réfugiés, c'est pas forcément Poutine qui est responsable de ces 1 200 000 réfugiés, c'est aussi des États-Unis et un camp occidental qui a humilié, contenu, containment, agressé la Russie. Je vous rappelle quand même que le vilain Poutine soutient George W. Bush au moment des attentats de 2001, demande même son adhésion à l'OTAN. 3 demandent un partenariat avec l'Union européenne. Ça a toujours été refusé. Ça, c'est les trains qui ont été coupés. Etc. On a coupé comme ça. Et surtout, ce qu'on n'a pas mesuré, parce que j'étais en Russie pendant ces terribles années 90, c'est l'humiliation. Vous ne pouvez pas oublier ça. C'est une humiliation sans nom, alors que Poutine soit un autocrate, qu'il veuille retrouver un impérium, je veux bien. Voilà. Non, je refuse. Moi, je suis pas dans la. Ses opposants n'est pas. Non, moi, je refuse. C'est un autocrate. On peut buter ses opposants, les journalistes, la presse, il n'y a pas de problème. Je refuse de donner. En plus, je trouve que c'est pas. Je répondrais que, à la limite, c'est pas. Si on veut faire un jour une négociation, insulter Poutine ne servira strictement à rien. Mais si, on sait très bien ce que veut dire dictateur. En Occident, de toute façon, c'est la réduction ad Hitlerum. C'est-à-dire que dès qu'un homme politique essaye d'avancer ses pions d'un milieu politique, c'est Hitler. Mais si, c'est autre chose encore qu'une dictature. C'est Hitler. Il y en a un qui n'est pas intervenu. Laurent Isard. Juste une petite remarque sur la guerre de l'image, parce que c'est très important aussi. Je pense qu'effectivement, Poutine a définitivement perdu la guerre de l'image, mais uniquement dans le monde occidental. En réalité, je crois qu'il y a des spécialistes de l'Afrique, je ne suis pas sûr que dans certains pays africains, on soutient plutôt Poutine, et en Asie également. Donc en fait, il y a une division un petit peu du monde, qui est une fracture du monde entre différents blocs dans cette guerre de l'image, certains continuant de soutenir tout à fait Poutine dans ce qu'il fait aujourd'hui. Alors en Afrique, c'est ceux qui ont le couteau sous la gorge qui soutiennent Poutine. Non, l'Afrique de l'Ouest, par exemple, typiquement la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, sont complètement sidérés, et beaucoup d'élites sont sidérées, et beaucoup de Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour Poutine qui, faute de pouvoir aller chercher le soutien de l'Occident actuellement, se tournant vers la Chine, risque d'être croqué
par un géant, quoi. Depuis longtemps. Je pense il est prêt à être croqué? Non, pas à être croqué, mais il est prêt à son corps défendant à aller chercher ses soutiens à l'Est. C'est ça d'ailleurs le tragique de cette situation qui brise l'Europe, en fait, l'Europe sur le plan civilisationnel en deux, avec une partie, le frère en fait, qui s'en va vers les autres. C'est un divorce absolu. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Cette guerre est à la fois une guerre interterritoriale pour des maîtrises géopolitiques, mais se profile une autre guerre. C'est la première, en fait la deuxième. Mais la première dans les Balkans était curieusement déjà en Europe, mais nous en Occident, on l'a, hélas, beaucoup de gens ne l'ont pas senti, ce qui était derrière déjà. Là, c'est au centre de l'Europe, c'est très symbolique, c'est l'Ukraine. L'autre guerre que mène Poutine, c'est une guerre civilisationnelle. Mais vous parliez, il s'en fout maintenant du soutien occidental. Les ponts sont coupés. Cette guerre, il ne faut pas prendre Poutine pour un bleu. Cette guerre, il la prépare depuis plus d'1 an. Il sait très bien, 3 ans, ou peut-être 3 ans. Depuis 10 ans, il sait très bien que les ponts sont coupés. Le monde occidental, il n'en veut pas. Ça le regarde, il a peut-être tort, mais ça, il n'en veut pas. Il ne veut pas des valeurs occidentales, ce qu'il appelle la pseudo-démocratie occidentale, le déclin occidental, ça le regarde, il n'en veut pas. Et cette guerre en est, je veux dire, la traduction en langage militaire, un langage militaire qui nous traumatise d'autant plus que sur des images que nous ne connaissions plus depuis la conséquence de ça, c'est quoi, finalement ? Moi, ce que je vois, c'est que pour Poutine, il va être soumis, qu'il le veuille ou non, à certains pays de l'Est asiatique. L'économie en Russie est en train de s'effondrer, clairement. Et je pense que ça va être durable dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, la Russie, on sait, a des atouts économiques certains. C'est le premier exportateur de gaz, deuxième exportateur de pétrole, et puis ils ont des richesses aussi en métaux, le titane, le nickel, etc. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? C'est que tous les pays occidentaux, qui sont des grands consommateurs de ces produits, eh ils sont en train de rechercher d'autres sources d'approvisionnement, quitte à les payer plus cher. Et ça, je pense que ça va être durable. Parce qu'il y a, au-delà de ce conflit, une idée qui est en train de devenir extrêmement importante, c'est l'idée que chaque pays, la France, l'Allemagne, doit être davantage indépendant par rapport à ses importations. Alors ça ne veut pas dire qu'on vit en autarcie, ça veut dire en réalité qu'on doit diversifier les sources d'approvisionnement pour éviter justement ce qui est en train de se passer avec l'Allemagne et le gaz russe aujourd'hui. Et ça, je pense que ça aura des conséquences durables pour la Russie, qui sera obligée de se tourner vers la Chine, mais qui pourra, de ce fait, être un petit peu inféodée à la Chine. Alors, écoutez, François Martin, j'allais vous céder la parole, mais en fait, il y a l'homme de l'articulation qui est là, Laurent Izard. Vous m'avez fait l'introduction parfaite sur le troisième sujet. Donc, on se retrouve sur le troisième sujet. Mais en réalité, et c'est assez frappant, me semble-t-il, pour ceux qui suivent l'émission et moi qui l'anime depuis pas mal de temps, c'est que c'est la première émission globale. En fait, je ne change pas de sujet, j'enchaîne avec des articulations qui sont tout à fait naturelles. C'est frappant. Peut-être que ça nous dit aussi des choses sur la conséquence de cette guerre dans nos vies. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le troisième sujet. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Troisième sujet, mais la continuité des autres. La guerre en Ukraine a déjà eu des conséquences en France. On voit le prix de l'essence qui s'est envolé. On est à 2 €, 2,30 €. On fait des pleins. Moi, l'autre jour, j'ai fait un plein pour ma voiture à 150 €. Jamais ça ne m'était arrivé. C'est une folie. Et puis, il y a plein d'autres conséquences qu'on va voir. C'est justement ça dont on va sur lequel on va se focaliser. C'est le prix que nous sommes prêts à payer en France, en Europe, et les conséquences dans le monde. Et ben voilà, François Martin, c'est vous qui... Ça rejoint votre deuxième question d'ailleurs. Bien sûr. Il y a un auteur qui est très intéressant à écouter sur Internet, c'est Charles Gave. Il a fait une émission sur Sud Radio, il en a fait une autre. Il est extrêmement clair là-dessus. En gros, il dit que la Russie est un pays qui a des réserves d'or pas possibles, qui est pas en déficit commercial, etc., etc. Oui. Et qu'en gros, si il nous coupe le gaz, on tient 4 jours, parce qu'il n'y a pas les... Et puis s'il nous coupe le gaz,
lui, il est prêt à tenir 2 ans sans exporter, et nous, on tient 2 mois. Et nous, on tient 2 mois. Nous, on tient 2 mois. Donc, je pense que c'est la réponse à votre deuxième question, parce que moi, personnellement, je pense que si j'étais américain, je n'aurais aucun intérêt à aller trouver une solution politique avec Poutine, puisque je la cherche à ne pas en avoir depuis 8 ans. Donc, il y a aucune raison. Donc, je ferai durer les choses le plus possible. On voit que Poutine, lui, est prêt à trouver une solution, mais je pense que les Américains n'y ont aucun intérêt. Par contre, ce que je pense, moi, c'est que s'il y a un élément qui peut faire gagner la guerre à Poutine, c'est l'opinion occidentale. Non pas à cause des images, mais à cause de la situation terrifiante dans laquelle ils peuvent se trouver d'ici un mois. Je pense qu'on est capable de tenir 1 mois avant qu'il y ait des émeutes en disant ça a déjà commencé, etc. etc. C'est ça le talon d'Achille de nos opinions qui feront que, alors qu'on appelle Biden, vous savez quand même que la Commission a préparé le train de sanctions directement avec le département d'État sans demander l'avis des pays membres qui ont eu connaissance des sanctions la veille du jour où elles étaient dictées. C'est quand même ahurissant de savoir ça. Donc je pense que par contre, les opinions peuvent aller pousser, parce que les Américains ne seront pas touchés par les sanctions. C'est nous qui nous tirons des rafales de Stinger dans les pieds. Je pense qu'ils sont capables d'aller dire, écoutez, nous on ne tient plus, vous arrêtez, sinon on ne tient plus nos opinions. Alors, je pense que c'est ça le... On a un économiste ici, hein. Ouais. Donc François Izard, c'est votre formation. Hein. On est d'accord, hein. Oui. Je coche cette case-là. Ok. Donc, en tant que prof d'économie, concrètement, on doit pouvoir s'attendre à quoi en France, peut-être en Europe, dans les mois qui viennent? Bon, ça dépend si en supposant que la guerre ne s'arrête pas. Voilà, la question c'est de savoir, est-ce que le conflit va s'arrêter demain, on se remet sur la table et on discute, ou alors est-ce que le conflit dure? Bon, si on part sur l'hypothèse d'un conflit durable, moi je pense déjà au départ qu'il y a un paradoxe, parce que les Français globalement soutiennent majoritairement la politique de fermeté, voire belliqueuse un petit peu montrée par Emmanuel Macron et aussi par l'Union européenne. Mais je pense qu'ils ne sont pas prêts, les Français, à accepter les conséquences à la fois humaines et les conséquences économiques d'un conflit qui pourrait être durable et qui pourrait même s'étendre. Voilà. Donc, pour en revenir à la France, je pense que d'un point de vue économique, on peut s'attendre à 3 conséquences un petit peu embêtantes. La première des conséquences, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, c'est l'inflation. Alors ça concerne effectivement les produits qui sont directement importés, hein, comme le gaz, comme le pétrole, et on arrive à des pleins à 150 € dans la voiture. Parce qu'il faut bien trouver des sources alternatives. Mais il faut savoir que ça va par porosité se transmettre à tous les produits de consommation. Hein, et puis il y a des entreprises qui sont aujourd'hui en grande difficulté, hein, les marins-pêcheurs, les routiers, les maraîchers, etc. Le blé aussi, voilà. Le blé, donc tous les produits transformés liés au blé, tout ça. Alors ça c'est le premier point. Le second point, ça concerne les marchés financiers et puis la frigosité des marchés financiers qui va jouer un rôle de désincitation à l'investissement, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Face à une inflation, face à un inconnu, en général, on hésite à investir. Et ça, c'est pas bon pour l'économie. Et puis, il y a un troisième point qui est, à mon avis, fondamental, c'est nos exportations. Parce que c'est vrai qu'on exporte finalement relativement peu vers la Russie. Donc, beaucoup à l'intérieur de l'Europe. Mais beaucoup à l'intérieur de l'Europe. Et on va être impacté par ça. Parce que le conflit et les conséquences économiques du conflit vont finalement limiter nos exportations et beaucoup d'entreprises françaises vont être en difficulté. Gave va même beaucoup plus loin, puisqu'il dit même, à la limite, que les mesures que nous prenons de rétorsion bénéficient, en exagérant un peu, bénéficient davantage aux Russes qu'elles sont beaucoup plus embêtantes pour nous qu'elles sont embêtantes pour les Russes. C'est pas de la littérature, je veux dire, le système... c'est pas la littérature. Le système financier international, on les a virés, ils ont pris un système chinois. En ce qui concerne les matières premières, il est bien évident qu'elles vont monter. Je parle sous votre contrôle, cher ami. Le prix va monter, ce qui est tout bénef pour les Russes. Et puis il y a encore aussi... faut-il avoir des marchés où vendre ces mais enfin, ce qui est tout bénef pour les Russes. Et on parle surtout, de périssables. On oublie un paramètre psychologique. Vous connaissez aussi le monde russe, comme je le connais, je l'ai visité, j'y ai été souvent. Ça, c'est très occidental de croire qu'on va abattre Poutine par le porte-monnaie et par le niveau de vie. Un pays qui a connu le plus long siège de l'histoire pendant la guerre, qui est capable de vivre 900 jours. On n'arrête pas, on s'enterre, on ne laisse pas passer les nazis. Vous n'allez pas les embêter parce que vous allez leur enlever TikTok, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un changement dans la sociologie? Parce que une des caractéristiques de la Russie, comme beaucoup de pays, c'est l'émergence d'une classe moyenne. Cette classe moyenne, c'est celle qui est, semble-t-il, en train de partir, en train de quitter, et on les voit arriver en masse en Turquie, parce qu'il n'y a pas de problème de visa. En masse, ça fait combien ?
Je n'ai pas les chiffres, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont là. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que cette classe moyenne, elle s'en aille, parce qu'elle dit on veut pas de restriction de liberté, on veut toujours avoir accès à Netflix. Oui, mais n'oubliez pas, cher ami, que cette classe moyenne, elle doit tout à Poutine, à Yeltsin, fin Yeltsin et surtout début Poutine, qui a créé cette classe moyenne. Voilà. Donc je suis partagé sur votre argument. Le pouvoir d'achat qui est multiplié par 10, je crois, en 20 ans. Oui, absolument. Et elle le doit à cette espèce de... Pour nous, évidemment, c'est pas une croissance économique, parce qu'effectivement, la Russie est faible, mais cette classe moyenne doit tout à Poutine. Et donc, il y en a peut-être qui s'en vont vers la Turquie, mais c'est son cœur quand même si j'ose dire, d'opinion publique. Et puis, je continue à penser que le temps va dans le sens de Poutine. Alors, je vais poser une question directe. Un point simplement, je voulais préciser, de dire qu'une partie de l'opinion russe ne reproche pas à Poutine d'être intervenu, mais lui reproche d'être intervenu trop tard, ce qui est très différent. Alors, question directe à vous, Lou Vialet. Je vais vous prendre plutôt en tant que consommateur. Vous êtes prêt à sacrifier quoi? Vous êtes prêt à payer quel prix pour que l'Ukraine soit libre? Je vous la fais très caricature. Vous savez, c'est assez difficile de répondre à ce genre de questions, parce que typiquement, lorsqu'on n'est pas en face de l'obstacle, on peut dire, écoutez, je suis prêt à me priver un maximum. Okay. En revanche, juste ce qu'on note... Donc vous n'allez pas répondre à ma question, je sens. Non, je ne vais pas répondre à votre question. Un peu démagogie. Oui, parce que soit j'ai le beau rôle et je vous dis, écoutez, je me prive de tout. Est-ce qu'on n'est pas tous en train de se poser cette question-là? Non, mais c'est pas très... Je ne veux pas y répondre, en revanche, je vais vous dire deux choses. D'une part, la Banque de France a fait des scénarios de crise, deux scénarios, dans lesquels elle disait que les conséquences de ce conflit économique sur la France allaient nous mener évidemment à un doublement de l'inflation et un retour de l'inflation à partir de 2024 à partir de 2%, ce qui veut dire 2 fois l'inflation qu'on a connue ces 10 dernières années à peu près, mais pas de récession pour nous. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la Russie est déjà en récession. Et maintenant, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la classe moyenne russe et aussi de la flambée des cours des matières premières qui, a priori, pour certains, bénéficient au régime de Poutine. Le problème, c'est que pour qu'il y ait une classe moyenne, il faut des conditions de création de la classe moyenne. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de diversification de l'économie. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train, finalement, de reconfirmer l'économie russe dans ses rentes. Et là, les rentes russes, et on le voit au Nigeria, on le voit en Algérie, les rentes, c'est une malédiction, les rentes. Et ça les rend complètement fragiles, dépendant des chocs externes, dépendant du climat éventuellement, si vous avez un endroit qui se casse ou alors qu'on extrait du pétrole, eh bien on ne peut plus y accéder. Ce qui se passe en réalité, c'est que la Russie est en train de revenir 20 ans en arrière. C'est ça qui est en train de se passer. Non, pas du tout ça. Et bien sûr que c'est ce qui est en train de se passer, monsieur. Elle est en train de se reconfirmer dans ses rentes. Parce que lors de la dernière fois où on leur a fermé en 2014, ils ont reconstruit derrière une industrie agricole, etc. Donc, si vous voulez, chaque choc leur a permis de passer un stade supplémentaire. Je pense qu'il y aura une rente. Il y a une rente lorsque vous êtes tranquille, que vous vendez vos produits à quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que de vous les acheter, que vous ne faites rien d'autre. Là, ils ne sont pas dans la même situation. Ils sont dans la situation de la pression internationale, de l'obligation de retrouver des nouveaux marchés, d'aller vendre aux Chinois ce qu'ils ne vendent pas à l'Ouest, etc. Il va y avoir matière première, pas avoir une industrie très solide. Mais le reste aussi, ils vont être obligés de s'équiper en puces électroniques parce que actuellement c'est Taïwan qui leur vend, et Taïwan ne leur vend plus. Je crois que la Corée n'a pas accepté de ne plus les livrer. Donc ils vont être livrés, mais ils auront besoin. Donc ils vont continuer l'effort qu'ils ont eu jusqu'à présent pour s'autonomiser. Que vous savez ce qui se passe depuis 2 jours. Allez-y. J'adore les Américains, les grands démocrates. C'est des pressions extrêmement fortes sur la Chine pour interdire à la Chine de nouer des... Non mais on croit rêver quand même. Quand on parlait tout à l'heure du dictateur Poutine, mettons, je veux dire, est le dictateur américain qui décide de demander à la première puissance économique mondiale, parce qu'elle est dans une posture civilisationnelle qui n'est pas la sienne, de surtout pas parler à Poutine. Mais je veux dire, faut être gonflé. C'est vrai, mais c'est quand même gonflé. Laurent Izard. Non mais juste une chose qui me paraît très importante quand même. Au-delà des variables économiques, des chiffres, etc., il y a un aspect sociologique. Je pense que la
population russe a un degré d'acceptation de récession économique ou de problèmes économiques ou de pouvoir d'achat qui est très supérieur à la population. Ah oui, évidemment. Et il faut savoir que le prix du litre d'essence aujourd'hui est très supérieur à celui qu'il était quand la crise des Gilets jaunes a commencé. Et ça a commencé par ça. Donc, je pense qu'on est moins prêts, nous, dans le monde occidental, à accepter les conséquences des sanctions qui, effectivement, jouent un peu en termes de boomerang. On est aussi concerné par les sanctions. Mais je reste persuadé que le problème économique de la Russie risque d'être durable si la fracture après le conflit armé reste présente, notamment pour les exportations russes. Ça peut être un vrai problème. Mais ceci dit, les sanctions occidentales vont être fortes. Plus effectivement, les opinions publiques, les peuples occidentaux vont être impactés. Or, imaginons, faisons un rêve, si j'ose dire, M. Macron est réélu dans quelques semaines, ce qui est vraisemblable. Bon, il va avoir un problème, Macron. C'est qu'à un moment donné, il va se retrouver avec une opinion publique qui, effectivement, va être vent debout du fait de la prolongation des effets des mesures, des rétorsions contre la Russie. Ce que les Russes, c'est les joueurs d'échecs, les Russes. Donc ils savent très bien que là, ils vont perdre un peu, mais ils vont être en position de force. C'est-à-dire que là, on amènera les Occidentaux forcément à accélérer une négociation Zelensky-occidentaux-russe, puisque les opinions publiques occidentales, à commencer par la nôtre, ne pourront pas supporter les effets insupportables de ces sanctions. Et est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'Occident, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité dans l'Occident de dire finalement un alignement des opinions qui dirait mais on est prêt à payer ce prix-là parce qu'on s'identifie aux Ukrainiens et on risque d'être les prochains. On s'identifie dans la réponse à l'Allemagne. Parce que nous, on dépend très peu du gaz russe en réalité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Allemagne qui dépend, alors je crois 60% de ses approvisionnements énergétiques dépendent de la Russie. Eh bien, c'est son attitude à vouloir à admettre de bloquer le système SWIFT, à admettre de se réapprovisionner ailleurs. Je pense que vous avez quelque part votre réponse. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on l'a dit, la croissance est un peu impactée, mais on va continuer à être en croissance les années qui viennent. Et il se trouve que les Allemands, Banque de France, les Allemands, eux, sont apparemment prêts au maximum. Et c'est ce qu'ils ont décidé récemment, on le voit très bien, alors que eux dépendent beaucoup plus de la Russie. Le reste de la zone euro, ce serait dû au fait qu'une partie de l'Allemagne était communiste et qu'ils ne veulent pas revivre ça Je ne sais pas les raisons profondes de ça. Parce que la RFA est une création des États-Unis. Et en revanche, sur le dernier sujet qu'on avait abordé, moi je pense que vous avez raison, c'est-à-dire le peuple russe est un peuple très pauvre, et donc bien sûr que... Ils sont déjà habitués. En revanche, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. C'est pas la babouchka dans une ville de 200 km de Moscou qui va faire l'opinion publique. C'est les classes moyennes dont on parlait tout à l'heure, c'est les bourgeois. Et ceux-là, en effet, il y a le drain brain, la fuite des cerveaux qui a déjà commencé depuis des années et qui va s'accentuer a priori. Et cela, à mon avis, il va y avoir des leviers d'une certaine manière d'influence. Mais bien sûr, c'est considérable. C'est grave parce que souvent ces gens qui s'en vont, ils ne reviennent pas. Ouais. Et leurs enfants non plus. Sauf que là aussi, une fois de plus, c'est une porte d'entrée de la Chine. Parce que eux, ils forment des ingénieurs, ils forment des élites, etc. Et si la Russie en manque, on verra arriver les Chinois. Ce sera le valet de la Chine dans quelques années. La réponse à votre question, c'est une autre question qui consiste à dire... en France, quel prix ne sommes-nous pas prêts à payer ? C'est ça la vraie question en fait. C'est sa réponse ce que disait monsieur. Je pense que la question c'est quel prix ne sommes-nous pas payés ? Et je ne suis pas sûr que les images des petites mamies qui fuient les combats, etc., qui sont les images qui nous agressent, elles résistent longtemps le jour où on sera obligé de payer notre essence, notre gasoil, nos camions, notre industrie, etc., 2 fois, 3 fois le prix que l'on paye aujourd'hui. Là, vous aurez un véritable point d'inflexion. Et je pense que si les Allemands et tout le monde a pris ces sanctions, c'est parce que, si vous voulez, l'impact de la guerre et des images a fait que ce sont les gouvernements qui ont suivi les Américains parce qu'ils ont eu peur de dire autre chose. Mais je pense que derrière, c'est pas le reflet des populations. Je veux dire, je suis pas certain que si on avait demandé aux populations françaises, qu'on avait fait un référendum en disant est-ce que vous êtes d'accord pour mettre un train de mesure aux Russes tel qu'ils puissent nous couper le gaz demain, je suis pas sûr que les Français soient d'accord. Je pense que la majorité aurait dit surtout rester en dehors de ça. Donc on s'est fait embarquer, je pense, par les Américains. Une autre interprétation, c'est que M. Olaf Scholz est le nouveau chancelier allemand et il venait d'arriver finalement à la tête de l'Allemagne. Et commencer votre mandat en vous voyant imposer finalement votre politique pour les années à venir par la Russie,
je pense que c'est la pire des manières de commencer un mandat. Et donc, il a montré que lui, il était libre d'une certaine manière de ses décisions et que l'Allemagne ne se faisait pas imposer par un diktat russe sa politique. Et je pense que d'autres auraient réagi ainsi pour montrer qu'ils étaient réellement souverains et non pas complètement soumis à la Russie. Allez, je suis bien certain, vous entendant, voyant vos regards et vos doigts levés, que ça pourrait durer longtemps. Mais c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, c'est terminé. Vous m'avez compris, on se retrouve dans quelques secondes parce que Ignace, qui est en train d'écrire à toute vitesse et de dessiner et de terminer ses caricatures, nous rejoint et va nous donner le fruit de son travail. À tout de suite pour voir ça. Alors là, je vais vous dire, c'est bien, Ignace s'est surpassé. En tout cas, j'ai vu le premier. Il y en a un qui va rouspéter. Ah, magnifique. Monsieur Milza. Non, très bien. Vous êtes sublime. Hein? Non, mais non, pas du tout. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Ça vous va? Très bien, c'est tout à fait ça. Ok, très bien. J'en ai un qui est bien aussi. Laurent Isard. C'est très ressemblant. C'est très ressemblant? Oh, ok, oui. vous prenez le compliment? Ah oui. Parfait. Merci. Ah, Ignace, je vous adore. Magnifique. Encadré, on pas fait mieux. On est d'accord, je préfère celui-là que l'original. C'est vrai. J'ai pas vu le vôtre, faites voir. Ah bien, c'est bien. tout à fait moi. On nous Vialet et son air totalement désabusé. J'ai tout vu, comme disent certains de mes amis, tout vu, tout lu, tout bu. Eh bien, c'est lui. Merci. Bravo Ignace. Ok, merci. Alors, et maintenant la situation. Guerre en Ukraine et présidentielle, c'est tout bon pour Jupiter. Ça me met dans une forme olympique. Oui, ça, effectivement, au moins dans les sondages. Merci. Macron peut dire Poutine m'a fait élire. Alors, deuxième, Poutine va-t-il perdre? Pour l'ex-comique Zelensky, c'est pas gagné. J'ai eu beau mettre le paquet, j'ai pas réussi à faire mourir de rire. Oui. Ok, ça c'est la vision tragique de l'histoire, n'est-ce pas? On est en plein dedans. Parfait, écoute, merci beaucoup Ignace. Oui, il est bien. Hein. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Là, vraiment, ça brûlera pour la présidentielle. La situation en Ukraine aura, espérons, bien avancé vers la paix. Pas sûr. Pas sûr, comme dit voilà, mon voisin. Et donc, dans 15 jours, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles et on se retrouve. À très vite.